L'arrêt de l'émission de Jimmy Kimmel, l'un des humoristes et présentateurs les plus connus aux États-Unis, met la lumière sur les nombreuses pressions de Donald Trump contre ses opposants dans le pays. D'ailleurs, dans la foulée, il a menacé les grands médias qui sont diffusés à la télévision. Mais au-delà des médias, les actions se multiplient et inquiètent de nombreux défenseurs de la liberté d'expression dans le pays. Mais alors, que se passe-t-il actuellement aux États-Unis? On va faire un point le plus factuel possible sur la situation. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, donc, exceptionnellement, sans la caméra, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors depuis la France, il y a beaucoup de choses qui sont passées inaperçues ces derniers jours et pourtant les changements, ils sont absolument immenses. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut tout de même rappeler que la place de la liberté d'expression aux États-Unis, elle est différente par rapport à la France. La liberté d'expression aux États-Unis, c'est l'un des piliers fondateurs du pays, inscrit dès 1791 dans le premier amendement de la Constitution, autrement dit donc la norme suprême des États-Unis. Et ce texte, il interdit notamment au Congrès, donc le Parlement aux États-Unis, d'adopter des lois qui iraient limiter la liberté de parole, de presse ou encore de réunion. Et la grande différence avec la France, c'est que aux États-Unis, cette liberté de parole, elle est quasiment absolue. Là où l'incitation à la haine raciale ou encore l'antisémitisme, par exemple, est punie par la loi en France, eh bien cette parole, même si elle peut évidemment choquer à tout point de vue, eh bien elle est pour autant parfois protégée. C'est ce qui explique par exemple aux États-Unis que des partis néo-nazis existent, ils peuvent défiler, ils peuvent être présents, et le tout de façon plutôt légale. En gros, tant que ces organisations n'appellent pas directement à commettre un crime, eh bien leurs propos, ils restent couverts par la Constitution américaine. Bref, ça c'est le contexte, mais alors en quoi la liberté d'expression est aujourd'hui menacée aux États-Unis? Eh bien déjà cette semaine, on vous en a parlé directement sur notre compte Instagram, Jimmy Kimmel, l'un des visages les plus connus de la télé aux États-Unis, a été privé d'antenne par le groupe ABC, et ce, après des propos dans lesquels Jimmy Kimmel dénonçait notamment l'exploitation politique de la mort de Charlie Kirk par le clan de Donald Trump. Ces propos, ils ont été jugés offensants par la chaîne ABC, ils ont été critiqués surtout par des proches de Donald Trump, et ils ont conduit donc à la suspension de son émission pour une durée indéterminée. Dans la foulée, Donald Trump a salué cette décision et il a appelé d'autres chaînes à suivre le mouvement, ciblant et citant directement d'autres présentateurs comme Seth Meyers ou encore Jimmy Fallon. Alors l'affaire a suscité de très fortes réactions. On peut citer par exemple David Letterman, un ancien présentateur phare des chaînes NBC et CBS, qui a dénoncé un régime autoritaire, tandis que la démocrate Kamala Harris, qui s'était présentée contre Trump lors de la présidentielle de 2024, a parlé d'une attaque frontale contre la liberté d'expression. Mais attention ici, au-delà de l'effet d'annonce, il faut bien comprendre derrière ce qui s'est passé et clairement, eh bien, les logiques économiques et financières qui opèrent dans ce cadre-là. En fait, Donald Trump le sait, la finance et l'argent, c'est évidemment un moyen de pression. Et en fait, la première pression publique contre Jimmy Kimmel, avant qu'il ne soit suspendu, elle est venue de Brendan Carr, le président de la Commission fédérale des communications. Aux États-Unis, on appelle ça la FCC. Or, la FCC, je vous passe les détails en matière de régulation aux États-Unis, mais elle détient un pouvoir absolument immense sur ABC et sur son propriétaire, le groupe Disney. En effet, la FCC, elle peut imposer des sanctions, elle peut empêcher aussi des rachats et ventes de médias. Et c'est des sujets absolument stratégiques quand on parle d'un groupe comme Disney. Disney qui a donc préféré suspendre ici Jimmy Kimmel. Bref, beaucoup estiment que le clan de Donald Trump a clairement utilisé la pression financière pour faire plier ABC et mettre hors antenne un critique de Donald Trump. Bon, plus largement, ces derniers mois, le président des États-Unis a multiplié les attaques en justice contre les médias. Il a notamment réclamé en début de semaine 15 milliards de dollars au New York Times pour diffamation. Trump accuse le New York Times d'être un véritable, je cite, porte-parole du parti démocrate de gauche radicale et d'avoir soutenu Kamala Harris durant la dernière campagne présidentielle. Et pour le contexte, le New York Times est un journal qui est assez ouvertement aujourd'hui est critique envers Donald Trump. Mais encore une fois, chacun peut être pour ou contre de telles prises de position du média, mais en soi, ce n'est en aucun cas quelque chose d'illégal. De la même façon, Donald Trump a aussi menacé et poursuivi récemment le Wall Street Journal. Le Wall Street Journal qui, dans une enquête, avait révélé les liens entre Donald Trump et le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. La diffusion notamment d'une lettre envoyée par Trump à Jeffrey Epstein n'avait pas plu au président des États-Unis. À noter au passage que l'ONG Reporters sans frontières, qui défend la liberté de la presse dans le monde, a rétrogradé les États-Unis à la 57e place mondiale dans ce domaine. La liberté
liberté d'expression, elle est aussi remise en question dans les universités et le monde académique. On va pas revenir là-dessus parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, on avait fait une vidéo dédiée à ce sujet-là, mais l'administration de Donald Trump a menacé près de 60 grandes universités, dont l'université de Harvard, et a gelé pour cette dernière plus de 2,6 milliards de dollars de financements fédéraux, officiellement pour protéger certains étudiants contre l'antisémitisme. Mais ces mesures, elles ont été largement interprétées comme des formes de pression idéologique visant à contrôler les contenus qui sont enseignés et les opinions qui sont exprimées au sein des universités. À noter au passage par contre qu'un juge de Boston a finalement annulé début septembre le gel de certains de ces financements, soulignant que ça constituait justement une violation du premier amendement de la Constitution. On va aussi passer en revue très rapidement d'autres points. D'abord, le monde de la recherche est lui aussi touché. Sous Donald Trump, des centaines de chercheurs, notamment sur les domaines du climat et de la biodiversité, ont été licenciés. Certains programmes ont été suspendus et des interdictions ont été imposées pour communiquer sur des sujets liés à la diversité ou encore aux minorités, avec des mots qui ont été tout simplement bannis. On en a déjà parlé. L'administration de Donald Trump s'en prend aussi de plus en plus à ses opposants ou alors à ses anciens soutiens. C'est le cas par exemple de John Bolton, son ancien conseiller à la sécurité nationale lors de son premier mandat. Il a depuis pris ses distances avec Trump et critique fortement ses actions. Et bien récemment, le FBI a notamment perquisitionné son domicile et son bureau, officiellement pour vérifier s'il détenait ou partageait illégalement des documents classifiés. Et beaucoup y voient très clairement une tentative de pression politique et de dissuasion à l'encontre de ceux qui osent s'opposer publiquement au président. Surtout lorsque, pour le contexte, on sait que Trump a nommé à la tête du FBI Kash Patel qui est l'un de ses plus proches soutiens. Concernant les médias maintenant, la plus importante attaque, elle pourrait finalement venir dans les prochains jours. En effet, ce vendredi, Trump a attaqué à plusieurs reprises les principaux groupes médias câblés et télévisés. On pense par exemple à NBC ou encore donc à ABC, qualifiant ces groupes d'illégaux car largement critiques envers Donald Trump et menaçant de les suspendre. Alors encore une fois, effectivement, factuellement, ces groupes, ils sont souvent critiques à travers leurs émissions critiques du président des États-Unis. Mais ce sont aussi des propos en théorie qui sont protégés par la liberté d'expression. Et ces propos, en tout cas de Donald Trump, ils ont suscité une opposition, y compris au sein de son parti. Ted Cruz, par exemple, membre du Parti républicain, a dénoncé des propos dangereux de la part du président des États-Unis. Avant-dernière chose, on peut noter que depuis l'arrivée au pouvoir de Trump, la politique du département de la justice a évolué, lui permettant de saisir beaucoup plus facilement les communications des journalistes, y compris des éléments qui pourraient menacer la sécurité des sources de ces journalistes. Enfin, dernière chose, Trump a multiplié les attaques sur les cabinets d'avocats qui lui étaient hostiles, mais ça on a déjà eu l'occasion d'en parler il y a quelques semaines. En tout cas, face à tout cela, plusieurs parlementaires démocrates, donc du camp opposé à Trump, ont annoncé ce jeudi proposer une loi pour protéger la liberté d'expression aux États-Unis, en particulier contre les abus présumés de Trump. On aura l'occasion de suivre tout ça. Dans tous les cas, ça me paraissait essentiel de faire un nouveau point factuel sur la situation, puisque vous le voyez, les choses bougent très vite aux États-Unis. Et encore, j'ai pas cité la question du contrôle plus important des médias qui peuvent accéder à la Maison-Blanche et au bureau ovale. Typiquement, moi, quand j'y étais allé il y a quelques mois pour poser des questions directement à Donald Trump, j'avais pu y aller parce que j'étais un média français. Mais depuis, le contrôle est beaucoup plus important. En tout cas, on suivra l'évolution de la situation sur ce format, sur YouTube et en podcast. N'hésitez pas à vous abonner en podcast pour suivre aussi nos différentes interviews. Il y a d'autres interviews d'ailleurs qui arrivent sur le sujet. Vous tapez Hugo Décrypte, vous pourrez le suivre directement sur Spotify, Apple Podcast ou autre. Je vous laisse avec Élie Sarah pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu toujours aux États-Unis où une cérémonie d'hommage à Charlie Kirk, dont on vous parlait en une, aura lieu ce dimanche dans l'état de l'Arizona, en présence notamment du vice-président du Rassemblement national et maire de Perpignan, Louis Alliot. Dans un entretien au journal du dimanche, il a déclaré que son parti avait, je cite, des contacts aux États-Unis qui ont souhaité que le Rassemblement national soit représenté à cet hommage et il a ajouté qu'il s'y rendait à la demande de Marine Le Pen. D'autres partis d'extrême droite français comme Reconquête d'Éric Zemmour ou Identité Liberté de Marion Maréchal ne seront pas représentés, selon BFM TV. Deuxième actu, le Portugal va reconnaître officiellement l'État de Palestine ce dimanche. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Affaires étrangères du pays vendredi soir. Le lendemain, le lundi, lors d'un sommet coprésidé par la France et l'Arabie Saoudite qui aura lieu à New York, 10 pays dont la France reconnaîtront également l'État de Palestine. Actuellement, 148 pays reconnaissent déjà un État palestinien. Sera également discutée la question d'une solution à deux États, c'est-à-dire un État palestinien et un État israélien qui coexistent. Ce vendredi, 20 personnalités françaises dont le grand rabbin de France, l'animateur Arthur ou l'actrice Charlotte Gainsbourg ont publié une tribune dans le Figaro pour demander à Emmanuel Macron de reconnaître l'État de Palestine à la condition que les otages israéliens soient libérés et que le mouvement du Hamas soit démantelé. À noter que la semaine dernière, l'Assemblée générale de l'ONU
dont la France fait partie, a déjà voté avec une grande majorité pour un futur État palestinien excluant le Hamas. Et enfin, la Russie dément avoir franchi l'espace aérien de l'Estonie alors que 3 avions de combat russes ont été interceptés vendredi par l'OTAN au-dessus du pays balte, à l'est de l'Europe. Le ministère russe de la Défense affirme sur la messagerie Telegram que le vol s'est déroulé en stricte conformité avec les règles internationales, sans violer les frontières d'autres États. L'Estonie, qui a dénoncé, je cite, une violation sans précédent, fait partie de l'Union européenne et de l'OTAN, une alliance politico-militaire qui regroupe 32 États membres dont la France et qui est menée par les États-Unis. L'OTAN prévoit notamment que si l'un des pays membres subit une attaque armée, les autres membres de l'alliance doivent porter assistance aux pays attaqués. Il y a quelques jours, des drones que l'Union européenne a attribués à la Russie ont également survolé la Pologne, un autre pays qui appartient à l'UE et à l'OTAN. Merci beaucoup Elisara. Alors pour suivre l'actualité ce week-end, rendez-vous sur Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.